Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Martin Chadouin et j'ai préparé cette conférence avec Karen Messing. Aujourd'hui, on va vous parler de celles et ceux que le Premier ministre Legault a nommés nos anges gardiens et gardiennes. Des anges gardiennes au travail essentiel, mais pourtant invisible. Je parle ici des préposés aux bénéficiaires. La crise sanitaire, s'il faut bien y trouver un avantage, c'est qu'elle a révélé au monde entier l'importance du travail de préposés aux bénéficiaires. Un travail si important qu'on s'est rendu compte qu'on manquait de ressources, pour reprendre l'expression de notre Premier ministre, qui manquait de bras dans les CHSLD. Alors afin d'aller se chercher des paires de bras supplémentaires, on a tenté différentes stratégies. On a d'abord proposé aux demandeurs et aux demandeuses d'asile de régulariser leur statut si jamais ils acceptaient de travailler dans le système de santé. On a aussi proposé une formation accélérée de 9 semaines avec rémunération afin de pouvoir remplir les CHSLD et de fournir tous ces bras manquants. Mais cette formation a eu des résultats mitigés. On s'est rendu compte à quel point il était difficile de former les gens en 9 semaines à un travail plutôt complexe qui ne se résume pas à être une paire de bras. On s'est aussi attaqué à la question de la rétention du personnel en consolidant les conditions de travail et en entérinant une nouvelle entente sur la stabilité des postes de préposés aux bénéficiaires. L'Institut national de santé publique du Québec nous a montré à quel point les préposés aux bénéficiaires avaient été exposés au virus, puisqu'elles sont la population qui ont le plus haut taux de séropositivité au coronavirus. En bref, et pour reprendre le titre de cet article, les préposés aux bénéficiaires ont réellement été au cœur de la tempête liée à la crise sanitaire. Et on en a beaucoup parlé, mais il y a bien une chose qu'on n'a pas parlé des préposés aux bénéficiaires, c'est de leur travail. Les recherches en ergonomie depuis une trentaine d'années n'ont pas cessé de démontrer à quel point le travail des préposés aux bénéficiaires était un travail invisible. On parle aussi d'un silence organisationnel. Ça veut dire qu'au sein des organisations qui composent le système de santé, où travaillent les préposés aux bénéficiaires, il y a une disparition ou une absence dans les discours organisationnels d'un discours sur le travail des préposés aux bénéficiaires. En fait, l'invisibilité du travail des préposés aux bénéficiaires, ce n'est pas une caractéristique naturelle, ce n'est pas un état des choses parce qu'il s'agit d'un travail de care. C'est en fait un processus d'invisibilisation qui est à l'œuvre dans ces organisations. Et nous, c'est cet angle-là qu'on va prendre pour cette conférence. Ici, on va faire le lien entre les données d'une recherche qu'on a menée il y a quelques années avec Karen dans les CHSLD en Ontario où on a observé et discuté du travail des préposés aux bénéficiaires et toute la problématique de la gestion des horaires qui force les gens à aller vers les agences de placement pour des raisons de conciliation travail-famille. Dans cette recherche, on s'est rendu compte que le travail des préposés aux bénéficiaires était pensé d'une façon individuelle. À chaque matin, chaque préposé aux bénéficiaires se voit assigner entre 7 et 11 résidents et résidentes en fonction des foyers de soins de longue durée où elles travaillent. Ça veut dire qu'à travers toutes les étapes de la journée, chacune de ces préposés aux bénéficiaires est censée s'occuper des résidents qui lui sont assignés. Et d'ailleurs, elles vont devoir documenter l'état de santé de ces résidents-là, pour chacun des résidents avec qui elles sont assignées. Il va falloir documenter un ensemble d'indicateurs pour renseigner la structure de gestion de l'état de santé des personnes dont on prend soin. Or, le travail des préposés aux bénéficiaires, il n'est pas qu'individuel, il est fortement collectif. Si on regarde les tâches du matin, bien sûr, on se rend compte que les préposés aux bénéficiaires vont avoir tendance à s'occuper des résidents et des résidentes qui leur sont assignés. Mais il y a une part qu'on sous-estime. C'est toute l'entraide et la collaboration dont font preuve les préposés aux bénéficiaires pour s'aider à passer à travers cette matinée-là, pour s'aider à gérer des résidents et des résidentes qui sont plus difficiles à s'occuper d'eux. L'animation qu'on voit à côté de moi nous permet de nous rendre compte que les préposés bénéficiaires vont évidemment gérer des résidents et des résidentes toutes seules. Et attention, l'état médical n'influence pas tant que ça la capacité des préposés aux bénéficiaires de s'occuper d'un résident ou d'une résidente individuellement. Certaines personnes qui ont un état médical très lourd, qui rend très dépendante, vont être beaucoup plus faciles à gérer qu'une personne qui est encore assez indépendante, mais qui va par exemple être très agressive. Et donc on voit qu'à travers la matinée, ces préposés aux bénéficiaires s'appellent l'une l'autre, se demandent de venir pour pouvoir réussir à gérer ensemble certains résidents et résidentes qui sont plus difficiles. Mais ça demande la construction d'un collectif autour de ce travail-là. Ça demande de connaître la routine de l'autre. Ça demande de connaître ses résidents et ses résidentes pour savoir lesquels je peux faire tout seul et lesquels je dois forcément être à deux. Je vous disais aussi que dans les foyers de soins de longue durée en Ontario, les préposés aux bénéficiaires devaient remplir des indicateurs pour renseigner l'état de santé de leurs résidents. On s'est rendu compte que la documentation, la façon dont elle avait été conçue, portait la représentation d'un travail individuel du préposé bénéficiaire qui se faisait de façon sérielle. Je vais aller prendre soin de ma résidente numéro 1 pour ensuite documenter l'état de santé de ma résidente numéro 1. Ensuite, je vais aller, selon mon plan de soins, m'occuper de mon résident numéro 2 pour ensuite documenter l'état de santé de mon résident numéro 2. Sauf que quand vous regardez le travail réel de ces personnes-là dans un CHSLD, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est de la gestion du chaos.
Parce que les gens errent, les gens se battent, les gens vont demander des verres d'eau, les gens vont discuter, les gens vont aller essayer de s'enfuir. En fait, les préposés aux bénéficiaires vont devoir tout le temps gérer ce chaos-là, passer d'un résident à l'autre, même si ce n'est pas celui qui lui a été assigné, pour pouvoir passer collectivement à travers cette journée. Alors que le travail est pensé de façon sérielle, l'activité se fait de façon fragmentée. Alors évidemment, ce ne sont que quelques exemples qui montrent à quel point il y a une différence entre le prescrit qui est pensé individuellement et le réel qui est collectif, mais toute cette situation force les préposés bénéficiaires à développer des stratégies. Ce qu'on se rend compte, c'est que le travail, c'est pas juste prendre soin, c'est développer une attention accrue pour pouvoir surveiller tout le monde. C'est être tout le temps en communication avec ses collègues, que ce soit directement, verbalement, ou que ce soit indirectement, en se laissant des messages. C'est en renseignant ensemble les indicateurs, quand c'est possible, puisque finalement, elles se sont toutes occupées collectivement de l'ensemble des résidents. Et finalement, on va se rendre compte qu'elles remplissent la documentation en omettant des données. Parce que quand il se passe des événements, par exemple une chute ou une bataille, il faut remplir des indicateurs en plus. Et ça prend du temps. On a mesuré que le remplissage d'indicateurs prenait jusqu'à 10% de la journée de travail. Or, ce que les préposés aux bénéficiaires ont à cœur, c'est pas de remplir des indicateurs, c'est de réellement prendre soin des résidents et des résidentes. Et ces stratégies, on se rend compte qu'elles sont directement ou indirectement nocives pour les personnes, pour la qualité de service et pour l'organisation. Pourquoi elles sont nocives ? Elles sont nocives parce qu'on se rend compte que l'activité de soins, elle n'est pas individuelle. Elle est collective, mais qu'elle est prescrite de façon individuelle. On se rend compte que ces indicateurs, ils renseignent l'état médical et non pas le soin. Et que cet indicateur, il est conçu pour renseigner un soin qui a été donné de façon individuelle en fonction d'une assignation individuelle. On se rend compte que, à cause de cela, la tâche de documentation vient vraiment en conflit avec la tâche de soin. Pour bien faire leur travail de soin, elles sont obligées de tricher sur les indicateurs en omettant des données. Puisque cet indicateur sert de base de calcul de l'allocation des enveloppes budgétaires aux différentes unités, on se rend compte que, puisque l'indicateur ne reflète pas réellement le niveau de difficulté de l'organisation, on va avoir une allocation de ressources qui ne tient pas compte des besoins des réels. Et c'est là qu'un premier cercle vicieux apparaît. Parce que si les indicateurs de gestion ne permettent pas de renseigner le travail réel et de porter un discours sur le travail, on va avoir des décisions de gestion qui ne correspondent pas aux besoins réels des unités. On va baisser les ressources auxquelles ont accès les préposés bénéficiaires, ce qui va leur forcer de privilégier le travail de soins au détriment du travail de documentation et donc de ne pas représenter dans les indicateurs la réalité, la complexité de leur travail, qui ne sont d'ailleurs pas conçus pour ça. Et si cet indicateur ne permet pas de produire un discours sur le travail, on va avoir des décisions de gestion qui vont continuer à baisser l'allocation des budgets aux unités. À travers les indicateurs de gestion, ce qu'on essaye de mesurer, c'est l'heure de soins des préposés bénéficiaires. Et on essaye de maximiser l'efficience de cette heure de soins. Et la recherche qu'on a menée en Ontario fait largement écho à la situation qui existe au Québec. On essaye de maximiser cette heure de soins. Ce faisant, puisqu'on considère qu'une heure de soins est une heure de soins qui est menée de toute la même façon dans toutes les unités, on va avoir finalement des horaires, donc une accumulation d'heures de soins dont on doit maximiser l'efficience, qui ne favorise pas l'établissement d'une relation de qualité avec le résident ou la résidente. Les résidents et les résidentes ont une grande chance d'avoir des préposés bénéficiaires qui vont changer à chaque jour. Ces horaires-là, ils ne favorisent pas non plus la construction du collectif. Et pourtant, le collectif de travail, c'est un soutien en termes de qualité, de performance et de santé. Et ces horaires-là, fragmentés, ne favorisent pas non plus la conciliation travail-vie personnelle. Ces horaires-là poussent les préposés aux bénéficiaires à partir vers les agences de placement. Parce que ces agences de placement arrivent à offrir des solutions flexibles selon les horaires dont ont envie les préposés aux bénéficiaires. On a un autre cercle vicieux qui apparaît. On va toujours avoir des personnes qui ont des contrats temporaires dans les unités de soins. Et donc les personnes qui sont permanentes vont devoir assurer cette continuité-là, porter cette continuité-là sur les épaules. Alors que faire ? De notre côté, on favorise une piste dans nos recherches. C'est la question du management du travail. Plutôt que de manager la qualité, plutôt que de manager la productivité, il faut qu'on arrive à manager le travail réel. Et ça veut dire que en favorisant la mise en discussion du travail, notamment des préposés bénéficiaires, plutôt que la mesure par des indicateurs de gestion, on va redonner un pouvoir d'agir aux personnes. On va leur redonner la capacité d'influencer sur les décisions organisationnelles qui viennent déterminer leur situation de travail. Mais évidemment, ça c'est une transformation forte. Ça nécessite de revoir entièrement le rôle des gestionnaires et surtout de rétablir une balance de pouvoir dans l'organisation. Se saisir de l'activité de travail afin de créer des discours organisationnels sur ce travail-là pour essayer d'influencer les décisions de gestion.